Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de l'Obvia. Mon nom est Karine Gentelet, je suis professeure-chercheur à l'Université du Québec en Outaouais, mais je suis aussi directrice scientifique de la collaboration avec la société civile pour l'Obvia. J'ai le plaisir de vous accueillir à ce webinaire aujourd'hui en compagnie de ma collègue Lynn Nantel, qui est conseillère en participation citoyenne pour l'Obvia et avec lequel j'ai le grand plaisir de travailler. Donc aujourd'hui pour ce webinaire qui s'inscrit dans les travaux que nous faisons à la direction de la collaboration avec la société civile, nous souhaitions présenter une initiative qu'on a découvert en travaillant sur la consultation citoyenne, sur les questions de transparence et de reddition de comptes, qui est donc l'observatoire, l'ODAP, l'Observatoire des algorithmes publics. Et donc, Lynn et moi, nous disions que ce serait très intéressant que les deux cofondatrices viennent présenter un peu leurs travaux et ce qui les a amenés à mettre en place cet observatoire. Donc, nous avons invité Swazik Pénicaud et Estelle Harry, qui sont donc les deux cofondatrices de l'ODAP. Et elles vont nous faire une présentation d'à peu près 20-30 minutes, qui sera suivie par une période de questions. Pour rappel, le webinaire est d'une durée d'1 heure. Alors justement, à propos des questions, nous vous invitons à les inscrire dans la section questions-réponses. Et puis, lorsque ce sera le moment de la période de questions. Donc, tout le temps de la présentation, vous pouvez inscrire vos questions et donc nous les présenterons aux deux conférencières. Donc, voilà, ce sera tout pour ma part. Donc, je vous passerai la parole, Swazik et Estelle, et donc partagez votre PowerPoint. Donc, on se revoit dans à peu près 20-30 minutes. Merci. Merci beaucoup, Karine, et merci à Lynn, Julie et toute l'équipe de l'Obvia de nous inviter. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Alors, effectivement, je vais partager mon écran et je pense que vous pouvez voir maintenant euh, pour vous faire cette présentation de l'ODAP. Alors, à l'ODAP, on est deux devant vous aujourd'hui et on est trois cofondatrices au total pour que vous ayez une idée de à qui vous parlez. Donc, on est une association, comme vous pouvez l'entendre à mon accent, on est une association française qui s'inscrit dans le contexte français. Moi, je m'appelle Swazik Pénicaud. Par le passé, travaillé dans l'administration française, notamment sur la transparence des algorithmes publics. Depuis 2021, je travaille à l'extérieur de l'administration en tant que chercheuse et consultante en politique publique de l'IA. Et je suis également enseignante à Sciences Po Paris dans un master d'affaires publiques et de politique publique sur ces questions. On a une autre cofondatrice qui s'appelle Camille Girard-Fanideh, qui n'est pas présente aujourd'hui, qui est sociologue et qui a également travaillé sur l'IA dans la justice notamment. Et Estelle, je te laisse te présenter. Merci Swazik, bonjour à toutes et tous. Donc je suis Estelle Harry et je travaille depuis de nombreuses années sur les sujets de la protection de la vie privée et de la transparence des données personnelles. J'ai notamment travaillé au sein de la CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est l'autorité indépendante française en charge de l'application du RGPD, qui est le Règlement général sur la protection des données. Je m'excuse pour tous ces acronymes, c'est très très français. Euh, Aussi actuellement, je mène une thèse sur le sujet de l'explicabilité des systèmes algorithmiques produits par les administrations françaises. Euh, Merci. Estelle, je reprends la parole un peu et je te la redonne après de toute façon. Donc pour commencer, sur ce qui nous a poussé à créer l'Observatoire des algorithmes publics, sur lequel on reviendra un tout petit peu après. On voulait d'abord revenir sur ce qu'on percevait comme étant les enjeux des algorithmes publics pour remettre en contexte notre démarche. C'est des choses que certains et certaines d'entre vous connaîtront déjà, mais ça nous permet aussi de communiquer ce qu'on considère comme un algorithme dans l'action publique de notre côté, puisqu'on sait qu'en ce moment, il y a une vraie tendance à parler d'intelligence artificielle générative et à se concentrer sur des systèmes assez complexes techniquement. Mais nous, quand on parle d'algorithmes dans l'action publique, on s'intéresse à des systèmes qui peuvent être relativement simples, notamment à commencer par les systèmes de calcul, qui sont souvent des calculs sur la base de législation, par exemple le calcul des impôts, le calcul des prestations sociales.
des systèmes qui servent à apparier, donc c'est-à-dire à faire correspondre une offre et une demande. On a en France un cas emblématique qui est Parcoursup, qui est un algorithme d'attribution des places dans l'enseignement supérieur. Il y a une image sur cette diapositive d'un article très intéressant qui peut vous donner plus d'informations sur ce système. Mais aussi dans un certain nombre de pays du monde, des algorithmes sont utilisés pour attribuer les greffes, donc attribuer les organes dans le cadre des greffes. Ça, c'est de l'appariement. Comme vous le voyez, encore une fois, une formule qui peut être relativement simple techniquement, mais qui va avoir des règles potentiellement plus ou moins complexes. Et puis, on compte aussi les algorithmes qui vont permettre de faire de la prédiction et qui, là, sont ceux qui sont le plus souvent euh, euh, qui viennent à l'esprit quand on parle d'intelligence artificielle, notamment qui font des prédictions sur la base de cas ou de comportements passés pour prédire des situations futures. Euh, c'est des systèmes qui existent beaucoup dans le cadre de la protection sociale. Il y a un exemple qui est apparu récemment, enfin, qui a fait un peu parler de lui au Québec, il me semble, sur la prévention ou en tout cas la lutte contre le décrochage scolaire. Donc, je pense que des personnes ici connaîtront plus de choses que moi. On a aussi des cas de prédiction qui sont un peu moins sur les individus. Par exemple, en France, des algorithmes de prédiction qui sont utilisés dans le cadre de contrôle des navires de pêche, de prévention de la faillite des entreprises, etc. Et puis, un petit mot sur ces nouveaux algorithmes ou ces nouveaux systèmes qui permettent de générer des contenus ou de faire des recherches qui sont plutôt basées sur l'intelligence artificielle générative, avec notamment l'incursion des agents conversationnels qui sont de plus en plus nombreux dans les administrations. Je mentionne aussi qu'au sein de l'ODAP, on a des débats sur est-ce qu'on doit considérer que l'IA générative est une nouvelle technologie intéressante à observer en tant que telle. Je n'y reviens pas maintenant, mais si vous voulez avoir ce débat, ce sera, je pense, avec plaisir. Donc, vous voyez que on a une acception large de ce que c'est un algorithme. Et ce qui nous a poussé à créer l'ODAP, c'est que de par nos expériences professionnelles passées, on a touché à un certain nombre d'enjeux de ces systèmes, notamment un enjeu de performance, donc avec des systèmes qui souvent sont entourés d'un mythe d'efficacité, de performance, que c'est des systèmes qui fonctionnent bien, alors qu'on sait que ce sont des systèmes qui, en réalité, ont beaucoup de failles et peuvent commettre des erreurs ou peuvent entraîner des discriminations. On sait aussi que c'est des systèmes qui souvent vont dépolitiser la décision publique et en cacher des choix humains qui vont mener à surcontrôler certaines populations, à avoir des effets sur des personnes, notamment les plus vulnérables, tout en se cachant derrière un vernis d'objectivité scientifique et de neutralité. Et également un enjeu important de redevabilité comptable et démocratique puisque les algorithmes publics diffèrent des algorithmes développés dans le cadre du secteur privé et des services privés, dans le sens où, étant développés par la puissance publique et étant des outils de l'action publique, ils sont soumis, ou en tout cas les administrations qui les mettent en œuvre, sont soumises à des obligations de reddition de comptes, à la fois financières, mais aussi démocratiques, sur les choix qui ont été faits. Sur les acteurs, notamment les acteurs potentiellement privés qui ont pu jouer un rôle dans le développement de ces systèmes, ou bien sur la correspondance entre le système technique et la loi qui a été votée. Et tout ça, ça nous paraît important à dire, sachant aussi qu'il y a une gradation, il y a des systèmes qui sont plus ou moins dangereux ou qui comportent plus ou moins de risques et des risques différents sur les populations et sur la société, mais que dans tous les cas, il y a besoin de visibiliser ces systèmes. Ce qu'on a constaté, y compris alors même que l'on travaillait ou que l'on étudiait l'intérieur de l'administration, c'est que malgré la prévalence de ces systèmes et l'importance de leur utilisation et de leurs conséquences, on constatait une opacité quant à la fois à leur existence même, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on utilise de tels systèmes dans les services publics, mais aussi dans les conditions de leur fabrication, dans les infrastructures. Donc ça va être à la fois les données utilisées, les personnes qui les ont développées, les infrastructures de stockage, les financements, donc quel budget, les effets et les risques, donc la partie évaluation, et puis globalement les choix politiques qui ont été faits, y compris le choix originel d'avoir recours à un algorithme. Et ce qui nous paraissait problématique, c'est que cette opacité
empêche le débat démocratique qui permettrait de discuter de ces systèmes, de les interroger, voire de les refuser, ce qui nous paraissait un pan extrêmement important auquel s'attaquer dans le cadre, dans un objectif de justice sociale. Estelle, Alors, vas-y. oui, je vais continuer. Alors justement, par rapport à ce constat, donc nous avons créé l'ODAP en novembre 2024 avec où en fait notre premier objectif, c'était vraiment de créer, de rassembler des informations sur les algorithmes du secteur public français. Donc on avait deux sous-objectifs en tête avec ce travail. C'était tout d'abord, de façon peut-être assez simple, si je puis dire, faire la lumière sur ces systèmes, montrer tout simplement qu'ils existent. Et le deuxième sous-objectif, c'est de démystifier ces systèmes. C'est-à-dire que quand on parle d'algorithme, il y a souvent un peu ce côté, c'est un objet technique. Donc on a un peu peur, entre guillemets, de s'y intéresser. Nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt à montrer que ce sont des systèmes donc plutôt sociotechniques pour le coup, qui ont aussi tout un tas de conséquences politiques, démocratiques et sociales, comme Swazik a pu le montrer juste avant. Et aussi autour de ce travail de démystification, c'est le fait de montrer la diversité de ces systèmes dans leur usage, dans leur complexité ou encore leurs effets. On s'adresse principalement à ce qu'on pourrait appeler aux acteurs, enfin oui, à ce qu'on pourrait appeler les acteurs de la société civile au sens large. Donc par exemple d'autres associations, des journalistes, des chercheurs, mais aussi des citoyens avec un premier projet qui est celui de créer un inventaire des algorithmes et des systèmes d'intelligence artificielle utilisés par l'administration centrale, ce qui correspond grosso modo au ministère et aux grands opérateurs d'État. Et on a aussi lancé des séries d'entretiens avec des chercheurs qui travaillent justement sur ce type d'algorithme. Tu peux passer directement au slide d'après. Alors, on va faire un petit focus sur qu'est-ce qui vit, entre guillemets, dans cet inventaire et quels sont les contenus qu'on y met. Alors, peut-être un point important à avoir à l'esprit, c'est que on se base seulement pour créer cet inventaire sur des sources d'informations publiques. Donc, c'est-à-dire qu'on va se baser sur des articles de presse, des communiqués d'administration, des codes sources qui seraient publiés, des rapports qui pourraient être faits par des institutions comme la Cour des comptes ou le Conseil d'État, mais aussi des décisions, par exemple juridiques, par des instances comme la CNIL que je nommais au tout départ. Est-ce que tu peux passer au slide d'après? Alors, à partir de toutes ces sources, en fait, on a quatre grandes catégories d'informations qu'on arrive à collecter et documenter. La première catégorie, c'est tout ce qui est relatif au contexte organisationnel, en fait, relatif à l'algorithme. Donc, bien sûr, il y a des choses comme le nom, sa description, etc. Mais ce qui nous intéresse en particulier dans cette catégorie, ça va plutôt être les acteurs. Donc, qui est-ce qui participe à la création et aussi à la maintenance en fait de ce système parce que c'est des systèmes qui ont besoin d'un certain on va dire engagement pour exister et un engagement aussi qui est de l'ordre financier. Et ça, c'est aussi le deuxième point qui nous paraît particulièrement intéressant à documenter. C'est la question des budgets et des financements en fait qui sont mis dans ces systèmes. La deuxième catégorie, pour le coup, elle va être plus tôt relative à ce qu'on pourrait appeler l'évaluation de ces systèmes et le respect le respect de certaines obligations juridiques et légales. Donc, notamment en France, on a des obligations de transparence qui sont définies dans le Code des relations entre le public et l'administration. Euh, donc on s'intéresse, en fait, on fait une rapide analyse de est-ce que ces obligations sont respectées ou non. Et ensuite, par rapport aux évaluations, on s'intéresse à montrer le fait qu'il y a des publications, des évaluations publiées
à savoir qu'on ne mesure pas directement, nous, en tant qu'ODAP, les impacts de ces systèmes, notamment parce que c'est compliqué à réaliser, mais on reviendra peut-être un peu plus tard sur ce point. La troisième catégorie, c'est celle qui est relative aux algorithmes et aux données. Donc là, c'est peut-être l'aspect le plus technique, entre guillemets, de ce qu'on documente. Ce qui nous paraît particulièrement intéressant ici, ça va plutôt être la question des données et de leur origine. Qui les produit? Où est-ce que les administrations vont les récupérer? Ce genre de questionnement. Et enfin, la dernière catégorie, ça va être plutôt celle des ressources documentaires. Donc, on fait un travail de transparence sur notre propre travail, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on met à disposition l'intégralité des documents en fait qu'on utilise pour justement construire l'inventaire. Alors, si, ouais, merci. Justement, nous, on cherche à ce que notre inventaire soit ouvert et participatif. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Tout simplement, ouvert, c'est que alors pour l'instant, on a un fonctionnement annuel en termes de publication de l'inventaire. Donc le premier était en novembre 2024, le deuxième en novembre 2025. Mais à chaque fois, en fait, on veille à ce que toutes les données soient publiées et accessibles en open data. Donc elles sont disponibles sur le site data.gouv.fr. Si vous voulez aller les récupérer, vous êtes les bienvenus. Et participatif parce que en fait on est ouvert à des propositions venant de tous et toutes. Par exemple, n'importe qui peut nous contacter pour nous signaler un algorithme, mais aussi pour la deuxième édition de l'inventaire, on a mis en place tout un processus collaboratif justement pour amener de nouveaux algorithmes et documenter de nouveaux algorithmes. Et dans ce processus-là, on a eu 70 contributeurs et contributrices qui ont justement participé à cet effort de documentation. On va vous donner quelques chiffres clés autour de la seconde version de notre inventaire. Donc, on a 120 algorithmes répertoriés. Euh, Tout d'abord, on va s'intéresser plutôt à la transparence et au respect de l'obligation de la transparence. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, ce n'est pas forcément brillant. C'est-à-dire qu'on a peut-être grosso modo un quart des algorithmes qui sont soumis à cette obligation, qui respectent l'obligation. Si vous voulez, on pourra aussi aller plus tard dans c'est quoi quel est le cadre juridique sur cette question de transparence des algorithmes, etc. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail là. Par contre, ce que vous pouvez aussi remarquer, c'est que sur les 120 algorithmes qui sont répertoriés, il y en a seulement 24 qui sont concernés par cette obligation, ce qui pose quand même question sur pourquoi on a autant d'algorithmes qui n'ont pas d'obligation a priori de transparence qui s'applique. Le deuxième point qu'on regarde, c'est plutôt celui en lien avec les évaluations internes qui sont publiées. Donc là encore, on voit qu'il y a relativement peu de publications sur le sujet. Et quand on regarde d'un peu plus près ce qui est publié, ce sont souvent des rapports techniques ou bien des métriques d'usage. On a rarement vu, par exemple, des évaluations sur les impacts sociaux du système en tant que tel. Et le dernier chiffre clé, si je puis dire, c'est celui relatif au budget publié. Là encore, en fait, on voit que clairement, on a très peu d'informations là-dessus, ce qui pose quand même question, notamment par rapport à la question de l'efficience de ces systèmes, c'est-à-dire qu'ils sont souvent déployés pour réduire le nombre de TP ou tout du moins pour ne pas l'augmenter. On est aussi dans un peu, j'allais dire une ambiance de coût budgétaire au niveau de l'administration française. Et ces systèmes sont quand même développés dans ce contexte-là. Et ça pose quand même une question, le fait d'avoir si peu d'informations sur les budgets et les montants qui sont mis dans la création de ces systèmes, alors que à côté, a priori, ils sont quand même là pour faire des économies et on n'a pas vraiment de moyens en fait d'évaluer tout ça. Et je précise juste que ETP, c'est emploi temps plein. Oui, Donc, c'est juste tout les à postes fait. Des d'agents qui postes travaillent dans d'agents les publics. administrations françaises. Merci Sozik. Une passion pour les acronymes, que voulez-vous? Oui, t'aimes vraiment beaucoup les acronymes. Non. C'est terrible. Euh, alors justement, la question qui peut se poser ensuite, c'est de savoir comment est-ce que notre inventaire est utilisé. Alors, avec un peu de recul, maintenant, on voit qu'il y a plusieurs types d'utilisation.
Tout d'abord, il y a la question de la sensibilisation. Donc, on a des acteurs, par exemple la ville d'Antibes, qui ont utilisé l'inventaire comme base de discussion avec des citoyens lors d'un atelier en fait citoyen. On voit aussi une utilisation de l'inventaire pour plutôt des fins de recherche. Donc, par exemple, pour identifier des algorithmes spécifiques et lancer un travail de recherche, que ça soit académique ou bien plutôt journalistique. Ça peut aussi permettre de faire un travail de comparaison entre des informations qui sont produites par le gouvernement ou obtenues du gouvernement et ce qu'on peut trouver dans l'inventaire. Et enfin, on peut aussi faire des analyses macro de ce qui se passe, entre guillemets, en termes d'algorithmes publics, un peu comme ce qu'on a fait juste avant avec les différents chiffres clés. Ce qui est important ici, c'est que on n'est pas là pour remplacer le travail de l'administration. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout vocation à faire ce que l'administration fait plus ou moins, c'est-à-dire notamment le fameux respect de leur obligation de transparence qui évolue dans le code que je mentionnais juste avant. Oui, tout à fait. Et pour élargir aussi un peu, donc comme Estelle l'a dit, nous, on est un inventaire citoyen, c'est-à-dire ce sont des informations que nous produisons en dehors de l'administration. Et c'est des choses qui existent dans d'autres contextes, dans d'autres pays. L'un des inventaires ou registres pionniers, c'était le Tracking Automated Government Register, qui est produit par l'association Public Law Project au Royaume-Uni et qui existe depuis un certain nombre d'années. Ce qui nous paraissait intéressant ici, c'est pour ça qu'on le mentionne, c'est que l'approche est un petit peu différente dans le sens où cet inventaire-là n'a pas vocation à être exhaustif et à inventorier un maximum de systèmes comme le fait le nôtre, mais se concentre sur les systèmes qui sont considérés comme ayant posant le plus de risques pour les individus. Et ça, c'est aussi lié à l'objectif de l'association Public Law Project qui fait du contentieux stratégique public, donc qui utilise les actions en justice pour impulser des changements systémiques. Et la deuxième chose que eux font et que nous ne faisons pas, peut-être pas encore, c'est que il y a un travail d'enquête derrière chaque recensement d'algorithmes avec des demandes d'accès aux documents administratifs ou à l'information publique. Donc un travail d'enquête de documents qui n'est pas disponible publiquement. Et c'est intéressant parce qu'on peut voir que derrière le terme inventaire ou registre citoyen peut se cacher plusieurs choses. Un autre exemple qui existe dans le contexte canadien, c'est un registre qui s'appelle aussi TAG, parce qu'il a été inspiré du registre britannique, qui a été produit par des chercheurs et des chercheuses, et qui a inventorié, il me semble, dans sa première édition, plus de 300 systèmes. Ce qui est intéressant là, c'est que ça fait écho à ce que disait Estelle sur la comparaison d'informations, le recoupement d'informations. Les informations produites dans cet inventaire ont pu être recoupées avec les informations publiées par le gouvernement canadien euh, d'après les études d'impact des études d'impact algorithmique pour montrer que le gouvernement canadien n'était pas transparent sur la majorité des systèmes puisque le tag register, le registre tag comportait beaucoup plus de systèmes que celui du gouvernement, donc l'inventaire officiel. Si ce sujet-là vous intéresse, et je pense qu'on va y arriver dans la discussion, il existe des tentatives de recensement des inventaires. Pas forcément des inventaires uniquement citoyens, mais aussi des inventaires officiels produits par les administrations. On a mis ici l'URL, l'hyperlien d'une ressource recensée sur un site qui s'appelle le Civic Tech Field Guide, qui est une espèce de catalogue de plein d'initiatives différentes, si ça vous intéresse. Donc voilà, donc nous, on s'inscrit dans cette mouvance avec la spécificité qu'on ratisse assez large dans un objectif de démystifier et puis de rassembler des informations déjà publiques. Ceci étant dit, et c'est l'avant-dernière partie de notre présentation, c'est que la transparence citoyenne qu'on essaye de faire via ce projet de l'ODAP, elle est nécessaire.
mais elle n'est pas suffisante si l'objectif final n'est pas la transparence en soi, mais bien la justice sociale. Et Estelle, je vais te laisser commencer par les quelques limites qu'on veut souligner maintenant. Alors, la première limite qu'on aimerait partager avec vous, c'est, je vais dire peut-être une limite assez pragmatique et prosaïque, c'est tout simplement le fait que de faire tout ce travail d'inventorier, de documenter des algorithmes publics, et bien tout simplement, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Ça demande un travail de recherche, d'analyse d'informations important et qui va demander quand même une certaine expertise potentiellement sur les systèmes algorithmiques publics. Alors pas tant forcément une expertise technique, mais ça peut être une expertise juridique et aussi une expertise sur le fait, ça peut sembler assez prosaïque, mais d'aller rechercher des informations. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a certes le fait d'ajouter de nouveaux algorithmes, mais il y a aussi le travail de maintenir à jour les informations des algorithmes existants. Et donc, assez logiquement, on imagine assez facilement que plus on va avoir d'algorithmes, plus ce travail va être conséquent. Donc, se pose vraiment la question avec ce type de projet, euh, le fait du maintien à long terme, en fait, de ce type de travail. La deuxième limite aussi qu'on voulait vous présenter, c'est celle qui est assez inhérente ou assez, oui, assez inhérente en fait à notre façon de documenter. C'est-à-dire que on se base seulement sur des sources publiques, donc ce que je vous nommais tout à l'heure, des articles de presse, ce genre de choses. Ça veut dire que tous les systèmes sur lesquels l'administration ne communique pas, en fait, on ne peut pas les documenter puisqu'on n'a pas de traces publiques de ces systèmes. Donc ça veut dire que clairement notre inventaire n'est pas une sorte de base de données exhaustive de tous les inventaires de l'administration française, et ça on a toujours été extrêmement clair là-dessus. Et ce qui peut vouloir dire aussi qu'on a peut-être des biais dans ce qu'on a dans notre inventaire. Donc par exemple, on pourrait se rendre compte qu'on a des biais, par exemple, sur des systèmes entre guillemets à la mode. Actuellement, il y a beaucoup de systèmes d'IA générative qui sont créés dans les administrations et les administrations communiquent beaucoup dessus parce que justement, ça fait innovant ce genre de choses. On peut aussi avoir peut-être des systèmes avec une couverture médiatique importante comme Parcoursup, mais il y a sans doute, et c'est presque sûr à 100%, tout un tas de systèmes qu'on ne voit pas, sauf si on commençait à utiliser d'autres outils pour aller les chercher. Donc, par exemple, faire des demandes d'accès aux documents administratifs. Et c'est l'exemple que vous avez là à l'écran. Donc, ça, c'est un document qui est le registre des traitements de la CNAF, qui est un document qu'on peut obtenir en faisant justement ce type de demande auprès de la CNAF. Mais là, on rentre quand même dans des démarches qui sont beaucoup plus complexes à mettre en œuvre et beaucoup plus longues aussi. Et peut se retrouver avec des documents qui vont faire des centaines et des centaines de pages comme celui-là. Mm. Et d'ailleurs, qui est un registre simplifié, donc en fait qui est même partiel, puisque la CNAF, la Caisse nationale en charge de tout ce qui va être prestations sociales, a un registre plus complet qu'elle n'a pas mis à disposition. La dernière chose qu'on voulait souligner avant d'ouvrir cette discussion, c'était que la transparence ne peut pas être une fin en soi, notamment parce n'a- ne correspond pas directement à un contre-pouvoir. Et ce qu'on entend par ça, c'est que connaître des informations sur un système ne veut pas dire que les choses vont changer. Ou mettre au jour des informations sur un système ne veut pas dire que les choses vont changer. Un exemple emblématique, encore une fois français, mais il en existe dans d'autres pays, c'est l'exemple d'un algorithme d'attribution de score de risque, justement développé et mis en œuvre par la Caisse nationale des allocations familiales pour tous les bénéficiaires et toutes les bénéficiaires de prestations sociales en France, qui est utilisé pour la priorisation des contrôles des allocataires, dont il a été démontré par des journalistes et des associations qu'il menait à un surcontrôle des personnes les plus vulnérables et les plus précaires. Donc un surcontrôle potentiellement discriminatoire. Cette information a été mise au jour de manière indéniable en décembre 2023
Nous sommes en janvier 2026 et la CNAF n'a pas encore tiré toutes les conséquences de cette révélation d'informations. Parce qu'en réalité, l'État est une structure puissante et qui met du temps à changer et qui n'est pas forcément non plus d'accord avec les conclusions des associations. Ce qui implique d'aller toujours plus loin que la transparence. Et c'est pour ça que nous, dans notre approche, on s'imagine vraiment comme travaillant en collaboration avec des structures qui travaillent à la constitution d'un contre-pouvoir et au renversement du rapport de force. Et pour filer cet exemple de la CNAF, ça s'est traduit par le lancement en octobre 2024 d'un contentieux, donc d'un procès, euh, de la part d'une quinzaine d'associations, puis maintenant 25, emmenées par la Quadrature du Net, euh, devant la plus haute juridiction administrative française pour demander l'abrogation de l'algorithme. Mais on voit bien que la transparence seule n'est pas ce qui a fait changer l'institution. Estelle, je te laisse la main sur les prochaines étapes et après on aura fini. Merci beaucoup. Si tu peux passer directement à la prochaine slide. Donc, peut-être une prochaine étape assez évidente, c'est celle de tout simplement maintenir et mettre à jour l'inventaire. Donc ça, c'est un travail un peu au long cours qu'au niveau de l'observatoire, on va continuer à faire. On va aussi faire un travail de publication d'entretien en se concentrant en particulier plutôt sur les méthodes d'investigation autour et les méthodes d'enquête autour de ces algorithmes. En fait, comment on fait pour découvrir ces algorithmes, pour enquêter dessus, quelles sont les différentes méthodes et outils qu'on peut utiliser pour faire ce travail-là. Euh, on réfléchit également à ce qu'on pourrait appeler des modules de formation, euh, parce que typiquement, on se rend compte qu'il y a certains sujets, donc par exemple le cadre légal, qui mériterait sans doute un outillage en fait et enfin oui, des ressources pédagogiques autour afin d'expliciter et de rendre cela plus accessible. Et enfin, peut-être que Swazik, tu veux faire sur les collaborations internationales. Ouais, mais je pense que c'est un message. Je vais mettre notre adresse de contact directement comme ça. C'est une opportunité comme celle d'aujourd'hui nous permet de dire que c'est des choses qu'on a envie de creuser avec des personnes qui ne sont pas uniquement en France, qu'on est toujours à la recherche de nouvelles collaborations et que du coup, si vous êtes intéressé pour travailler avec nous sur ces questions, nous on le fait à titre bénévole, je le précise aussi. Euh, mais si c'est des choses qui vous intéressent et que vous êtes dans le monde de la recherche, un média, un ou une journaliste, une association, un syndicat, ou simplement un citoyen, une citoyenne curieuse, n'hésitez pas à nous contacter. On serait ravis et on pense qu'on a beaucoup à apprendre à rester en réseau et à sortir de nos frontières parce que c'est des sujets sur lesquels il y a vraiment des choses qui se ressemblent à travers différents contextes et on serait ravis d'en discuter plus avant avec vous. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très intéressant. Avant de passer, je vois que les questions commencent à rentrer. Avant de passer la parole à ma collègue Lynn qui va justement vous présenter les questions, j'en ai une et peut-être y répondre très rapidement. Je ne veux pas prendre le temps des questions. À la salle, une des choses j'ai participé, j'ai mené un projet de recherche avec une organisation de la société civile très récemment où on a consulté les citoyens sur qu'est-ce qui était important pour eux en termes de transparence au niveau des algorithmes publics. Et une des dimensions qui est ressortie assez majoritairement, je dirais, c'est aussi d'avoir un impact environnemental de l'utilisation des algorithmes dans la fonction publique en disant c'est une des valeurs qui est importante au Québec et on aimerait qu'il y ait cette évaluation-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez à un moment donné intégrer? Est-ce que vous êtes au courant d'outils qui font cet impact-là, qui mesurent cet impact-là? Oui, alors nous, c'est intéressant, je pense, parce que c'est aussi une question qui est montée ces dernières années et qui, quand moi j'ai commencé à travailler sur le sujet en 2017-2018, était moins abordée. Euh, Nous, dans les évaluations, sous le terme évaluation, on inclut aussi les études d'impact environnemental si elles existent.
ou les évaluations environnementales. Moi, c'est un sujet que je maîtrise moins, mais je sais qu'en France, il y a un référentiel qui a été développé pour justement évaluer l'étude, enfin, l'impact environnemental avec des métriques assez précises. Je pourrais mettre un lien dans la discussion si je la retrouve. Mais c'est clairement quelque chose qu'on regarde et on sent qu'il y a un intérêt dessus, parfois aussi au détriment du cadrage sur les droits fondamentaux, je dirais même. Mm. Merci, Est-ce que tu Lynn. parles du référentiel de l'AFNOR? Oui, c'est ça. OK. Qui du coup est Je peux, international, il me semble, hein. oui, Ouais, 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 je et qui peux a le été trouver. lancé. Puis, Super, merci. euh, ben merci pour ces questions. Je vous invite aussi, si vous voulez poser votre question, peut-être juste me le dire aussi. J'aimerais la poser. Je vais pouvoir décrocher votre micro si vous le souhaitez. Et je vais commencer avec la question de Sabrina. Qui était, ben, vous en avez un peu parlé, hein, des limites, des difficultés à soutenir ce projet-là, ne serait-ce que c'est ça, c'est des efforts bénévoles et tout. Mais c'était une question vraiment, quelle était, est-ce qu'il y avait une implication quelconque là, du gouvernement français dans le projet, soutien que ce soit administratif, financement, diffusion, Bah, c'était la la, question. oui, la réponse peut-être très très rapide, ce serait non. Et oui. Après, ça peut justifier de plusieurs façons différentes, c'est-à-dire que on n'a pas reçu, je sais pas, de financement ou de soutien quelconque de la part du gouvernement ou de l'État français de façon générale, sachant que l'idée c'est quand même d'être un inventaire citoyen, c'est peut-être aussi plutôt cohérent en fait de s'inscrire dans une dynamique qui ne dépend pas justement de l'État. Euh, Après, il y a, je dirais, on a peut-être plutôt, euh, il y a des institutions publiques qui ont un intérêt ou qui voient un intérêt au travail de l'Observatoire, mais c'est plutôt des autorités indépendantes ou des institutions indépendantes. Donc, par exemple, je pense au Défenseur des droits qui a cité le travail de l'Observatoire dans son rapport sur l'IA. Euh, donc c'est plus peut-être ce type de relation qu'on peut avoir avec, on va dire, certains acteurs publics. Certains acteurs publics. C'est bon. Euh, une autre question, c'est un petit peu en lien avec ce qui a été posé là, dans le chat. C'est un peu sur la dimension analyse technique des algorithmes comme tels. Des fois, c'est un peu comme l'économie, là. On dirait que si on n'est pas économiste, on peut pas parler de ça parce que c'est comme on se connaît pas. Puis des fois, on a un peu ce même biais-là. On laisse aux techniciens le fait de parler des algorithmes. Mais qu'est-ce que ça, tu sais, qu'est-ce que ça demande comme compétences techniques ou est-ce que ça n'en demande pas finalement ou on peut faire cette analyse-là sans avoir la compétence ou le statut de Mm, technicien. Tu sais, est-ce que c'est accessible un peu à tous? mm. Puis est-ce que ça permet dans le fond de s'y pencher? Puis le regard, je pense, multidisciplinaire que vous pouvez donner à ça, là, je pense que ça, qu'est-ce que ça l'apporte aussi de plus? Ouais, Puis où est la et j'ai dimension technique là-dedans, là? oui, Ouais. c'est ça. Quel est le rôle de la dimension technique? Et j'ai vu dans le chat comment la manière dont la question était posée et elle est intéressante parce que c'est vrai que Estelle l'a mentionné enfin tu l'as mentionné dans ta partie de la présentation. Quand on pense algorithme et transparence et évaluation, il y a parfois cette idée que il faut adopter un prisme technique et que par exemple la transparence, ça va être aussi la transparence du code source, la transparence des données, la transparence des modèles. Et pareil pour l'évaluation, qu'on va essayer d'évaluer les biais, qu'on va essayer d'évaluer vraiment la partie technique des algorithmes. Peut-être deux choses. Déjà, la première, c'est qu'il faut savoir que l'évaluation technique des algorithmes, elle n'est pas du tout standardisée. Et il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés pour évaluer l'intelligence artificielle de manière technique, qui en réalité sont assez biaisés eux-mêmes. Et ça, je pense qu'il faut aussi démystifier la capacité d'évaluer techniquement ces systèmes. L'autre chose, c'est effectivement, je pense que on revendique
le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un bagage technique énorme pour s'intéresser à ces systèmes, puisque nous, on s'intéresse d'abord aux politiques publiques, en réalité. Et les algorithmes sont un instrument de politique publique euh, pour lesquels il faut comprendre comment ça fonctionne, mais pour documenter les choix, on n'a pas forcément besoin de bagage technique. Pour chercher des informations sur les financements des systèmes, il n'y a pas de bagage technique qui est nécessaire. Ça ne veut pas dire que les compétences techniques sont inutiles. Au contraire, il y a plein de questions qui se posent. Enfin, on l'a vu quand on a fait une participation contributive. On a bien vu qu'il y a des personnes qui ont plus de mal sur quelles questions on peut poser techniquement. Et nous, on n'est pas experts, mais on sait assez de choses sur la partie technique pour savoir ce qu'on ne sait pas. Donc, ça ne veut pas dire que les compétences techniques ne sont pas importantes, mais je pense que l'une des choses qu'on essaye de faire, c'est vraiment de décentrer le débat et de quitter la technique pour reparler du politique. Et ça, c'est assez essentiel dans le cœur de notre message. Et du coup, c'est pas bloquant de ne pas être surperformante techniquement. Et par ailleurs, on a la chance aussi dans notre réseau d'avoir des gens qui sont techniques. Donc, quand on a des vraies questions techniques, on peut leur poser. Merci. Euh, je lis rapidement les questions, Karine, si il y en a que tu vois où j'essaie de... Parce qu'il y en a qui écrivent des longs paragraphes de bravo, merci pour votre présentation éclairante. Une question très, très rapide. Est-ce que le webinaire, votre diapositive sera disponible? Ça, on me l'a posé. Oui, on pourra vous l'envoyer avec l'enregistrement du chat. Maintenant, la question. Maintenez-vous la qualification d'algorithme public pour les logiciels qui sont déployés dans le secteur privé, bien qu'à destination du secteur public? Ouais. Donc, considérez-vous que l'intégration des systèmes d'intelligence artificielle au sein des administrations aura pour conséquence de renforcer l'opacité algorithmique ou, à l'inverse, qu'elle pourrait conduire à une vigilance plus accrue des acteurs publics, in fine, à davantage de traçabilité concernant le développement et le déploiement? Bon. Et voilà, c'est très long, mais je pense qu'on a deux bouts de questions là, ici. Est-ce que vous avez une réponse? C'est une question de Marine Placa, pardon. Je vais peut-être me lancer sur la première partie de la question et Soisy, que je pense que la seconde partie, tu pourras la prendre. Pour ce qui est d'algorithmes qui seraient déployés par le secteur privé, alors je ne sais pas si j'interprète bien la question, mais en fait, ça me fait penser un peu à toutes les questions de partenariat public-privé en fait qui existent au sein de l'administration française. Et c'est-à-dire que effectivement, en fait, l'administration va avoir souvent recours à des logiciels qui sont développés par des entités, enfin par des acteurs privés. Parfois, c'est un peu du logiciel sur étagère. Parfois, ça va être vraiment l'administration qui va commander des développements spécifiques. Et là, je pense typiquement au foncier innovant, où c'est la direction générale des finances publiques, donc ministère de l'économie, qui a demandé, enfin, qui est passé par la commande publique pour développer un système d'IA. Euh, et c'est Google et Capgemini qui ont fait ces développements. Euh, donc nous, en fait, notre prisme, c'est vraiment de cibler les algorithmes qui sont mis en œuvre enfin mis en œuvre ou utilisés plus exactement par des administrations dans le cadre de leur mission. Et donc, si c'est fait effectivement par des entreprises, on va effectivement les documenter. Après, si la question c'est de savoir si on s'intéresse à des algorithmes qui seraient enfin, mis en œuvre par des entités privées pour des missions de service public, ça fait pas partie de notre scope pour l'instant. Je sais pas si Sosie, que tu veux compléter là-dessus. Non, je pense qu'on pourra. Et je sais aussi que Marine Placa voulait peut-être prendre la parole et que Lynn, tu lui as Oui, parfait. proposé. Peut-être Oui, je que. lui ai proposé de prendre la parole. Je ne sais pas si vous vouliez, Marine, c'est le cas, je peux décrocher votre micro. Bonjour. Bonjour. Oui, vous m'entendez bien? Oui.
Super, merci beaucoup. Ben, effectivement, désolée, la question est un petit peu longue, c'est vrai. C'est pour ça que je me suis dit que c'était plus simple de prendre la parole de vive voix. Donc, oui, merci beaucoup parce que l'initiative est vraiment hyper intéressante. Et c'est vrai que, bon, moi, je suis jeune chercheuse en thèse sur ces questions, entre la France et le Canada d'ailleurs. Et souvent, c'est un peu un flou, un casse-tête pour y voir plus clair. Donc, je ne connaissais pas en toute honnêteté l'existence de l'ODAP et je suis ravie d'en savoir plus sur cette question. Donc, vous avez déjà bien répondu sur c'était une question purement sémantique, effectivement, de savoir si on pouvait parler d'algorithmes publics, malgré le fait que souvent, il y a des partenariats avec le privé derrière. Et la deuxième question, un peu plus de fond, c'était oui, justement de voir si cette tendance de l'IA va conduire à encore plus d'opacité, parce qu'on nous parle souvent de boîtes noires, etc. Ou si à l'inverse, nos politiques et nos acteurs publics vont se dire, bon, là, on a quand même quelque chose dont on perd un petit peu le contrôle, entre gros guillemets, donc il faut qu'on fasse un peu plus attention et qu'on donne davantage de traçabilité de notre Mhm. côté et aussi pour les citoyens. Donc voilà. Ouais. Non, c'est une très bonne question et peut-être je répondrai en deux temps, c'est-à-dire que pour moi, théoriquement, conceptuellement, il y a une opportunité de renforcer une redevabilité, de faire plus de transparence, notamment parce que justement, quand on crée un outil technique, on est obligé de formaliser des choix et que peut-être du coup, c'est par exemple des règles qui avant auraient été non écrites et qu'on est obligé d'écrire pour ensuite le mettre dans un système. Enfin, il y a un article de recherche que j'aime beaucoup qui parle de ça que je pourrais mettre dans la discussion qui s'appelle Roles of Computer Science for Social Change. Et du coup, conceptuellement, je pense qu'il y a une opportunité que l'administration devienne encore plus redevable, pas forcément par envie, mais par voilà. Après, dans les faits, je suis un peu plus cynique. Et moi, ce que je constate dans mes recherches ou dans mon travail militant, c'est que très souvent, le fait qu'un système technique soit utilisé va créer une opacité supplémentaire sous prétexte que l'outil a toujours raison, que les règles sont très objectives, mathématiquement stables, etc. Et que du coup, quand il y a des erreurs ou des contestations, c'est difficile de les faire valoir. Et que les dispositifs de gouvernance actuels, notamment ceux que vous avez mentionnés, de la Commission européenne, des exigences de transparence, de documentation, on se retrouve à faire de la mise en conformité un peu juridique, c'est-à-dire de donner des informations, mais qu'il faut ensuite rendre opérationnel en matière de vraiment tenir les administrations pour responsables. Et du coup, j'ai tendance à être un peu plus pessimiste, même si conceptuellement, je pense il y a une opportunité et que quand je parle à des administrations, bien sûr, je leur vante le fait que ça va encore enfin, améliorer la transparence de l'action publique. Voilà, je vous dis tous mes secrets, comme ça, tout le monde sait tout. Ben, merci beaucoup. Et ben, justement, juste une dernière petite question, comme vous parlez de l'aspect effectivement opérationnel et tout à l'heure de politique publique. Est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec la CADA, du coup, pour mes collègues québécois, la CADA, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs que, a priori, les citoyens peuvent solliciter pour justement avoir accès au code source, etc., des décisions qui ont été prises. Il manque de moyens, apparemment, c'est ça la justification du fait qu'il y ait beaucoup de retard voire de non-réponse en fait des sollicitations citoyennes. Est-ce que vous pensez qu'ils auront plus de moyens un jour? Enfin, je sais pas, c'est quoi votre avis là-dessus? On ne peut que leur souhaiter, je pense. Mais avec plaisir pour continuer de parler de la CADA dans les commentaires ou par ailleurs suite à ce webinaire. Et Ok, effectivement, super. ils sont Merci pas beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. J'avais une question pour vous, Swazik et Estelle, justement pour parler un peu. Bon, là, je disais, hein, je suis directrice de la collaboration avec la société civile, donc on est dans une démarche de renforcement des capacités, d'essayer de réfléchir justement avec les organisations de la société civile, qu'est-ce qui peut être changé pour qu'on ait une inclusion, notamment de la perspective de ces organisations au sein de la gouvernance de l'IA, hein, la gouvernance plus large au sens démocratique. Donc, je vais m'éloigner un peu des enjeux soit purement administratifs, soit purement techniques, qui sont l'objectif aussi avec ces cycles de webinaires, c'est de proposer des réflexions qui soient plus larges sur comment est-ce qu'on peut collaborer tous ensemble. Et au vu de votre... Parce que quand on s'est croisés hein, dans plusieurs forums, notamment Swazik, mais l'enjeu justement de la participation démocratique, de comment est-ce qu'on peut améliorer la transparence. On voit que c'est quelque chose qui est vraiment transversal dans plusieurs contextes en Europe, ici en Amérique du Nord. Comment, en fonction de votre expertise, de ce que vous avez vu, ce serait quoi les prochaines étapes? Bon, vous avez un peu parlé de collaboration, mais comment est-ce qu'on peut améliorer justement cette transparence et cette
redevabilité à la fois internationale mais aussi locale. L'objectif pour nous avec l'IN, c'est de s'inspirer aussi de ce qui existe pour proposer des choses au Québec. Admettons que on veut au Québec, au Canada, développer un observatoire où, bon, ça existe notamment en anglais, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire et surtout, ce serait quoi les prochaines étapes pour vous pour qu'on ait un peu une sorte on marche ensemble dans le même sens. Estelle, tu veux prendre la parole? Ok, je fais et puis après tu complètes si tu veux. C'est une très très bonne question. Nous, ce qu'on a constaté, en tout cas, parce que je pense qu'il y a plein de manières de se saisir de ce sujet des algorithmes publics, et encore une fois, du sujet de la technique dans les politiques publiques. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que le fait de proposer à quiconque était intéressé de contribuer à l'inventaire, euh, déjà, c'était intéressant en matière de sensibilisation. Il y avait plein de choses qu'on aurait pu améliorer, mais déjà, ça propose de travailler sur un outil concret ensemble et de se heurter il y a trop d'informations ou des informations qui sont trop commerciales, enfin un peu relations presse, médiatiques des administrations, ou alors pas assez d'informations. Donc, ça permet aussi de creuser les sujets qui peuvent potentiellement intéresser tout un chacun. Parce qu'en fait, c'est ça. Il y a aussi quelque chose pour nous, c'est que ce qu'on essaye de faire, c'est de créer des ponts sectoriellement, c'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui sont intéressées par l'IA et les algorithmes publics, mais les gens sont intéressés par les politiques sociales, les politiques scolaires, les politiques de santé. Du coup, c'est de se dire aussi, l'inventaire, il permet de pouvoir être exploré par des personnes qui vont pouvoir rentrer par la chose qui les intéresse. Donc ça, c'est une première chose en matière de sensibilisation. Après, ça renforce pas forcément la gouvernance, mais ça permet aussi de rendre le sujet accessible. Je pense que, enfin, moi, ma conviction, c'est que c'est un sujet qu'il faut rendre, il faut que les gens se sentent légitimes à s'en emparer. Et le fait d'avoir un objet inventaire, c'est une base de conversation qui est très utile. Et après, pour commencer un inventaire, c'est très facile. Il faut juste faire une liste des choses qu'on connaît et faire des recherches sur Internet. Donc ça, c'est une première chose. J'ai pas complètement répondu à la question, donc n'hésitez pas à rebondir. En fait, c'était aussi pour faire un lien avec la question de Rafik Mena sur le fait qu'on parle de justice sociale et finalement comment est-ce qu'on renverse les rapports de pouvoir, parce qu'en fait l'inclusion d'autres perspectives dans la gouvernance de l'IA, c'est ça, c'est aussi une question de rapport de pouvoir et d'être capable d'influencer soit les décisions notamment qui sont prises au nom des citoyens par certains acteurs publics, mais c'est comment est-ce qu'au niveau sociétal on peut à un moment donné contrebalancer cette des fois gouvernance très unilatérale et on voit aussi quand on regarde le contexte plus global et nous Québécois, Canadiens, on est directement impactés avec ce qui se passe au sud de la frontière où il y a quand même on va le dire, un raidissement et une unilatéralité des prises de décision. Donc, c'était surtout par rapport à ça, de ce que vous voyez un peu. Je Ouais. sais, Soisic, puis vous aussi, Estelle, que vous êtes en contact avec d'autres contextes et d'organisations de la société civile à travers le Mm. monde. Donc, comment est-ce qu'on passe à ce mouvement démocratique, on va dire? Oui, tout à fait. Et je vais te laisser la parole, Estelle. Et moi, c'est des questions auxquelles je pense beaucoup. Et une chose que je voudrais souligner, c'est que je pense il y a un moment où on atteint une impossibilité de travailler sur la gouvernance quand on est dans des régimes qui ne sont plus démocratiques. Il y a un moment où on ne peut pas penser que la gouvernance va nous aider à faire quoi que ce soit. Mais peut-être une piste de réponse. Et après, Estelle, je te laisse la parole sur pour cette question de comment on renverse le rapport de force ou en tout cas comment on travaille à ce changement social. Ça peut être par la gouvernance ou par la contre-gouvernance peut-être, parce qu'il y a cette question de est-ce qu'on passe par les voies institutionnelles ou pas. Nous, via l'ODAP, parce qu'avec d'autres activités, on travaille sur d'autres leviers de changement, mais via l'ODAP, ce qu'on se dit, c'est qu'on veut équiper des groupes qui ont déjà des théories du changement pour la justice sociale et qui ont juste besoin d'intégrer la dimension algorithmique dans des luttes qu'ils mènent déjà et dans des stratégies qu'ils mènent déjà pour justement renverser ce rapport de force. Mais c'est une des manières de faire qui est intéressante. Enfin, il est sûrement intéressant d'en explorer d'autres. Estelle, je ne sais pas si tu veux compléter. J'ai beaucoup parlé, je suis Ah, désolée. tu as exactement dit ce que je voulais dire, donc c'est parfait. C'est parfait. Moi, je vois le temps qui file, puis il reste encore beaucoup de questions. J'ai envie de vous en poser deux dernières rapidement qui ont... il y en a une, c'est très, très concret. C'est
sur les 24 algorithmes là, que vous avez parlé, qui n'étaient pas soumis aux obligations de transparence, est-ce que vous avez su et investigué le pourquoi elles n'étaient pas soumises? Puis faire écho peut-être sur une autre question où on demande, ben, tu sais, le catalogue que vous publiez, est-ce que ça a généré un intérêt à rendre ces informations-là peut-être plus publiques ou encore peut-être presque une proactivité de peut-être aller faire un peu, retourner faire leur devoir? Avez-vous vu qu'il y a eu un impact chez certains algorithmes quand vous faites une mise à jour? Est-ce qu'il y a des changements? Il y a une amélioration de certains algorithmes. Vous voyez, ben, peut-être que justement d'avoir ciblé, pointé des lacunes, il y a eu il y a eu une amélioration par la suite. Voilà, deux questions. Puis on va conclure avec ça sur des questions un peu techniques. Mais voilà, merci. J'ai peut-être commencé et puis Soisy que tu pourras compléter. Alors sur la première question sur pourquoi est-ce que sur les 24 algorithmes, il y en a toute une partie qui ne remplissent pas ou qui n'ont pas fait leur devoir, on va dire. Euh, Très honnêtement, je soupçonne, enfin, et ça c'est une théorie personnelle, mais que j'ai pu voir à l'œuvre un certain nombre de fois dans des administrations. Je soupçonne qu'il y a un certain nombre d'administrations ou de personnes qui font ces algorithmes qui n'ont pas connaissance du cadre légal. C'est bête à dire, mais c'est une réalité. Et ensuite, de ce que j'ai pu aussi observer sur le terrain, c'est que généralement, en fait, la question de la transparence est souvent vue, je vais dire, c'est la dernière roue du carrosse, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vu comme quelque chose d'optionnel et il faut d'abord faire en sorte que le système marche. Et quand il marchera, on pensera à faire ce travail de transparence. Mais c'est un peu le même problème, par exemple, que pour ce qui est des délégués à la protection des données qui sont censés faire ces fameux registres de traitement des données personnelles. Ils ont souvent, en fait, ils découvrent souvent de façon totalement aléatoire des traitements qui ont lieu dans une administration et personne ne les a prévenus. Et en fait, tous ces aspects de transparence, généralement, ils sont très mal perçus ou très peu perçus en fait par les équipes qui vraiment conçoivent ces systèmes. Et pour la deuxième question sur est-ce que enfin, quel effet est-ce qu'on a sur les administrations? Euh, en toute transparence, on n'a pas forcément évalué ça ou mesuré ça. On a Sosie, que tu me dis là si je me trompe, hein, mais de souvenir, on n'a pas eu d'administration qui sont venus nous voir pour nous dire c'est génial, on aimerait faire ça chez nous. Euh, euh, En fait, de ce qu'on peut voir, c'est plutôt des personnes qui sont déjà un peu acculturées à ces questions de transparence des algorithmes, d'ouverture des données, ce genre de choses qui vont voir l'observatoire et qui vont trouver ça intéressant. Mais c'est pas forcément des personnes qui vont avoir les leviers pour faire du changement en interne de l'administration et faire en sorte que ça Mm. soit un sujet qui soit adopté en fait. Donc, il y a personne qui a couru à vos portes pour faire de la déclaration volontaire, là, puis dire mettez-nous dans notre algorithme. Non, non. Il y a Non, des pas du côté frémissements des timides, administrations. mais il faut dire qu'on n'a pas fait beaucoup de démarchage parce que Mm. comme répété beaucoup, nous on s'adresse principalement à la société civile et donc c'est aussi pas forcément Mhm. notre but. Mais on C'est rêverait ça. qu'une administration nous corrige aussi. Parfois on fait des choses en se disant bon, on s'est peut-être trompé, mais en même temps, Ouais. c'est pas notre faute, l'information n'était pas disponible par ailleurs. Non, tout à fait. C'est un dialogue qui est à construire, je pense, définitivement. Écoutez, ça conclurait la conférence. Je remercie très sincèrement nos deux conférencières, Swazik et Estelle, pour leur très intéressante conférence, pour leur temps. Voilà, je vous remercie. Je voulais juste vous dire en conclusion que pour ceux qui suivent les travaux de la direction de la collaboration avec la société civile, le 6 février, on tient une activité qui s'appelle la bataille de l'IA. Si vous voulez un peu plus, aller voir sur le site de l'Obvia. C'est une activité qui est en présence, à laquelle les organisations de la société civile qui souhaitent en apprendre un peu plus sur les questions d'IA et sur la gouvernance de l'IA et tous ces enjeux-là. Lynn, je dis pas trop de bêtises, mais sont invités à participer. Donc, notez ça le 6 février en après-midi. Donc voilà, tu veux rajouter quelque chose, Lynn?
Oui, je rajouterais, je remercie Karine, je remercie surtout Estelle et Swazik pour votre présence, puis toute l'initiative que vous faites. Je pense que c'est génial. C'est énormément d'apprentissage pour nous, puis c'est des projets vraiment portés par la société civile qui permettent d'ouvrir un dialogue, comme Karine le Mm. disait, et c'est génial. En terminant, mon seul point, ce serait, nous, on vise à offrir des webinaires, offrir des activités qui, justement, ouvrent ces espaces-là de dialogue. Donc, on est toujours prêt à s'améliorer. Donc, on va vous envoyer un petit questionnaire sur l'activité, mais aussi pour connaître un peu les thématiques que vous aimeriez voir creuser dans les prochaines rencontres, différents formats. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous, vous nous feedez un peu, vous nous envoyez un peu ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie. Donc, on vous invite vraiment à répondre. Je vous promets, ça prend pas plus que 2 à 3 minutes à répondre. Et puis, je vous remercie, puis je vous souhaite une excellente journée à tous et toutes, puis bon après-midi. Au revoir tout le monde.